Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Non, ça c'est la fin. Alors si je vous donne la fin avant le début, ça ne va pas le faire. Je pense que nous allons enchaîner finalement sur la question des vulnérabilités. Quand il veut, voilà. Donc, je co-dirige le plus gros réseau de recherche sur les usages des technologies d'Europe, le GISMARS-1, depuis que nos camarades du Internet Oxford Institute ont des petits problèmes avec la Commission européenne qui finance leurs recherches. Je vais vous parler de vulnérabilité sociale et je vais essayer de rendre en 20 minutes, de vous restituer en 20 minutes une dizaine d'années de travaux sur les questions d'e-éducation, c'est-à-dire d'usage des technologies numériques dans l'éducation, et d'e-inclusion, c'est-à-dire finalement tous les travaux qui concernent les nouvelles exclusions générées par les technologies, mais aussi les nouvelles pratiques qui pourraient être des pratiques d'inclusion, des pratiques de pouvoir d'agir. Je vous passe, on a commencé par des petits travaux et on finit sur les programmes d'investissement d'avenir. Donc c'est important d'avoir des lieux comme celui-ci pour restituer ça. Alors je voulais d'abord vous dire que je ne suis absolument pas un spécialiste des écrans, mais je préférais commencer mon intervention, puisqu'on traite des mots avec un X des technologies, je souhaiterais vous parler des mots avec OTS des technologies, parce qu'il faut être bien au clair sur quoi on parle. Donc je vous ai mis écran versus numérisation versus numérique versus digital. Tout ça pour vous rappeler que les terminologies qui concernent les technologies numériques n'arrêtent pas d'évoluer à un rythme accéléré et peut-être que ces terminologies-là ont du sens. La numérisation, je parle devant l'Assemblée des technologies, la numérisation, c'est une procédure technologique qui date du début de l'informatique. La numérisation, c'est 3 opérations classiques. Comment ça se fait qu'il y a 5 ou 6 ans, après être passé par l'informatique, la micro-informatique, le multimédia, l'Internet, je suis en train de vous raconter l'histoire depuis les années 80, on en arrive au numérique, de digital, c'est-à-dire à cette espèce de substantification. De substantisation, pardon. Maintenant, on commence à parler de digitalisation aussi, en prenant finalement le synonyme. Tout ça crée finalement un environnement sémiologique et un ensemble de sens qui est très complexe et très confus, et qui nous permet quand même de nous dire, posons-nous, et c'est quoi finalement le numérique, qui est finalement la motorisation de tous ces écrans dont nous allons parler aujourd'hui. Eh bien, pour moi, le numérique, c'est 4 processus, 4 domaines. Le premier domaine, vous le connaissez tous, c'est l'informatique, qui est au cœur du démarrage. On est plutôt dans des processus technologiques. Le deuxième domaine, c'est l'Internet, début des années 90 et son développement. Mais 2 domaines qui sont un tout petit peu moins, mis sur le devant de la scène et qui sont très importants lorsqu'on va parler des vulnérabilités culturelles et sociales. Ce sont des ensemble de techno-imaginaires, l'expression est de Georges Ballandier, c'est-à-dire que globalement, nous circulons au milieu des questions technologiques, nous parlons technologique, écoutez les jeunes aujourd'hui discuter, toutes les métaphores qu'ils prennent sont des métaphores technologiques, ça vient de techno-imaginaires qui ont structuré le 19e et le 20e siècle, et aujourd'hui, il est temps de s'arrêter et de les considérer comme de véritables objets de recherche. Et enfin, ma spécialité, une gamme infinie de pratiques individuelles et collectives des technologies. C'est très important d'avancer sur la question de la définition des usages. Comme ça vient d'être dit préalablement, il est absolument évident que les usages sont des ensembles de pratiques socialisées. Il serait plus juste, au lieu de parler d'usage des technologies, de parler de normes sociales d'usage. Ce sont des normes sociales d'usage qui nous permettent à la fois de normaliser, de considérer les pratiques numériques ordinaires, mais aussi de voir comment elles dérapent, comment elles peuvent être utilisées aux marges de la société. Il y a des normes technologiques, il y a aussi des normes sociales d'usage. Tout ça, plus qu'une histoire, a une socio-histoire. Les technologies se socialisent avec nous.
systématiquement avec 3 phases. La première phase, c'est l'innovation, c'est on rase gratis. Je vous redonne l'illustration avec l'histoire de l'Internet. C'est la cyberdémocratie. Dès que Tim Berners-Lee libéralise le web en 92, tout de suite, on va commencer à réfléchir cyberdémocratie. L'Internet existe à peine qu'on va commencer à rêver dessus. Deuxième phase, la phase de massification. On est au milieu des années 90, milieu des années 2000, où en même temps que nous nous équipons collectivement de manière massive, on va avoir des courbes d'équipement qui sont très très importantes, on va dire les imaginaires se dégonflent. On va voir qu'effectivement, les guerres qui étaient promises pour disparaître à cause de la cyberdémocratie à la fin des années 2000 continuent et que finalement, configurer un modem, configurer une machine, c'est pas si simple que ça. Donc c'est une phase paradoxale mais très importante pour la mise en place de la norme. Pour l'Internet, aujourd'hui, nous arrivons à la 3e phase, qui est la phase de banalisation, où effectivement les écrans sont banalisés, et c'est peut-être parce qu'ils sont très banalisés que nous nous rencontrons aujourd'hui. On change de vocabulaire, on parle de risques, on parle de droit, de protection des données, etc., etc. Je continue pour vous expliquer ce processus et enchaîner tout de suite après par les pratiques numériques des jeunes. C'est l'histoire de Facebook, en fait. La construction des normes d'usage technologique, c'est toute l'histoire de Facebook. Il y a 8 ans, Mark Zuckerberg se retrouve à proposer un truc qui, technologiquement, est quand même assez douteux, c'est-à-dire proposer des images d'étudiantes pour que les étudiants mettent des commentaires graveleux dessous. C'est ça l'idée de base de Facebook. On peut dire que là, on est dans l'intelligence artificielle, le premier sens du terme. Qu'est-ce qui se passe ? De l'autre côté de l'Atlantique, en Bretagne, nous étudions en même temps les pratiques numériques des adolescents, des collégiens. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que nos collégiens sont en train de faire exploser l'usage du SMS, faire exploser l'usage de la messagerie instantanée, faire exploser ces aspects éditoriaux liés à une radio à l'époque qui s'appelle Skyrock, le phénomène Skyblog, et que les jeunes collégiens, musiciens commencent à se dire « ça c'est intéressant, je vais mettre ma page MySpace » parce que les lycéens et les jeunes adultes musiciens commencent à créer les réseaux sociaux thématiques, Flickr pour les photos, etc. Quelques années après, arrivons à aujourd'hui, Facebook, papy, mamie, tonton, tata, papa, maman, quelquefois même les enseignants sont sur Facebook. Nos collégiens continuent à être massivement sur Facebook, mais quand ils vont avoir à jouer leur rôle d'adolescent, c'est-à-dire de contester les règles de se confronter à la construction de l'identité, à la construction de genre, etc., ils vont être sur Snapchat, sur Instagram, ils sont très peu sur Twitter, je l'ai mis, certains sont sur Pinterest, les plus jeunes vont manger de la vidéo sur YouTube, et je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, et les plus jeunes se retrouvent sur TikTok, TikTok qui est probablement le réseau social le plus important des préadolescents aujourd'hui, où il s'agit de se mettre en scène avec des codes qui sont des codes devenus mondiaux, ce qui renvoie à cette idée peut-être que nos sociétés sont en train de produire elles-mêmes leur pathologie. Voilà. Donc je continue. Comment ça fonctionne ? Finalement, nous avons à disposition des techno-imaginaires. J'ai travaillé longtemps à Mines Télécom avec Pierre Musso sur la question des imaginaires technologiques. Ces techno-imaginaires sont à disposition depuis longtemps. Je vous donne juste une image, l'image du robot. Vous savez que l'image du robot, elle est millénaire. Enfin, on a des robots et des créatures artificielles depuis très longtemps. Ces techno-imaginaires vont être interprétés dans un temps donné, dans une culture donnée, dans une situation donnée, pour faire l'anthropologue, je dirais par des tribus, en représentation. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à partir d'une représentation diffuse, il va falloir que j'identifie ce qu'est un ordinateur pour faire une projection d'usage sur cet ordinateur. Ces représentations sont fugitives. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de jeunes enfants québécois à qui on donne une cassette VHS aujourd'hui et qui la regardent dans tous les sens. La VHS, quand même, pour nous, c'est quand même pas si loin. Eh bien, en fonction de la culture des jeunes, on va perdre aussi la représentation de telle ou telle technologie. La représentation sert à déclencher les pratiques. Ces pratiques, qui sont d'abord finalement très individuelles, se socialisent en usage,
qui deviennent donc les normes d'usage dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces usages transforment finalement non pas le fond, mais la forme des techno-imaginaires, c'est-à-dire que plus on a un ordinateur, moins il devient l'ENIAC et plus il est portable, etc. Les robots qui commencent à arriver sont en train de transformer la forme du robot tout en s'articulant aux formes préalables. Alors, ça donne ça. Exemple d'un programme de recherche ANR qui s'appelle Capacity, sur le pouvoir d'agir. On a étudié spécifiquement les élèves de 4e de SECPA. Vous savez tous ce que c'est que les SECPA. Les filières, les filières qui s'adressent aux enfants qui sont en difficulté scolaire, qui ont des problèmes de décrochage, etc. La plupart du temps, on est quand même aussi sur des enfants qui ont des déterminants sociaux, donc qui sont plutôt issus des classes populaires, etc. Donc on est vraiment dans la filière... je ne veux pas dire de relégation scolaire, parce que par respect pour les gens qui travaillent dedans, mais quand même, on a une forme de stigmatisation qui est très importante. On a constaté que les élèves de 4e de SECPA étaient plus équipés en smartphone que les élèves de 4e ordinaires, et en même temps, quand on a fait des entretiens individuels, plusieurs gamins, alors je vous en mets un, plusieurs gamins nous ont dit « mon smartphone, il n'a pas l'Internet ». Et ils sont sur les réseaux sociaux, et il bricole, etc. Évidemment qu'il a l'Internet. Ce qu'il n'a pas, et c'est très grave en termes de détermination sociale et en termes de vulnérabilité, ce qu'il n'a pas, c'est la métaphore de l'Internet. Qu'est-ce que c'est que l'Internet qui motorise ma machine? Il est donc dans une situation, finalement, d'aliénation consumériste à ces machines-là, là où d'autres, je vous renvoie aux centres-villes, aux jeunes des centres-villes hyper connectés, là où d'autres savent très très bien ce que c'est qu'Internet, comment fonctionne tout ça, etc. etc. Vu le temps, je vais vous donner une seule de ces questions. Pour moi, la question de la génération Y et du digital native fait partie de ce que j'appelle les techno-imaginaires Laurent. Vous avez vu en bas une petite référence bretonne, le complexe d'Obélix. Sous prétexte qu'il serait tombé dedans, il n'aurait pas besoin de la potion magique de l'éducation. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Alors, je vais vous prendre un seul exemple. En 2012-2013, nous avons fait un travail sur les lycéens du centre-ville de Rennes et les apprentis de la périphérie. Vous voyez bien les différences sociales que cela représente. Sur Facebook, qui était en train d'arriver, les lycéens du centre-ville nous disent « nous, on utilise Facebook plusieurs heures par jour pour tout faire, socialisation, mais aussi devoirs collectifs, travail scolaire, etc. » Les apprentis boulangers, j'ai vraiment un faible pour eux parce que c'est eux qui parlent le mieux de ça, m'ont dit, c'est simple, nous, on allume Facebook le vendredi soir pour aller organiser nos soirées attisées pécho de la zouze. Je suis désolé, mais c'est du bas breton. Ça veut dire pour aller draguer les filles et organiser nos soirées à boire, on prend des photos le week-end et on éteint Facebook. Vous voyez bien qu'il y a les deux représentations de cette fameuse génération Y qu'on nous présentait ces années-là, soit d'un côté les hyper-connectés, hyper-actifs, hyper-brillants, hyper-techno, etc., etc., et de l'autre ceux qui font la fête debout sur les tables en boîte, etc. Et vous voyez que les déterminations sociales sont, comment dire, tout à fait puissantes dans la manière dont les jeunes vont incorporer ces images-là et donc avoir des pratiques numériques qui nous les révèlent, ces représentations. Je vais rentrer un petit peu dans le dur. Une grosse enquête ANR encore sur 3 académies, 38 collèges, 3000 élèves sondés et 1000 parents corrélés. Pour nous, les inégalités éducatives s'expliquent par des interactions de 5 ordres. Assez classique, hein, milieu social des parents, genre, âge, lieu de résidence et politique éducative. Ce qu'on doit dire sur la question technologique, c'est que finalement, les urbains sont choyés dans ce domaine-là. Dans les centres-villes, on fait du plus haut débit possible, on pousse de la 4G à la 5G, etc. Et en plus de ça, on a une offre culturelle et scolaire. On peut parfaitement, dans le centre des grandes villes, avoir des options de type taekwondo plus grec ancien, ce qui va être très très compliqué dans les campagnes. Et donc il y a, par rapport au territoire, des inégalités qui sont des inégalités flagrantes et qui se cumulent finalement. Donc voilà, dans cette enquête-là, on a eu un vrai effet de contraste entre les hypercentres et la ruralité. Deuxième sujet qui renvoie à une question qui me paraît très importante. En gros, on va dire, en termes d'équipement, les familles de milieu social favorisé sont plutôt mieux équipées à cause du capital économique. Il s'avère que lorsqu'on pose la question sur la localisation
des instruments technologiques, on se rend compte, et la courbe qui est vraiment tout à fait significative. En haut, vous avez l'équipement global. Vous voyez que les favorisés, qui sont la courbe la bleue, la plus foncée, grimpent comme ça. Et vous voyez que dans l'équipement dans la chambre, c'est les familles défavorisées. Ce qui veut dire qu'il y aurait une forme de dessaisissement parental, que les classes favorisées essayent à minima de maîtriser la présence de l'ordinateur dans la salle, la console de jeu dans la salle, etc. Ce qui crée évidemment des vulnérabilités. Deuxième information quand même importante, 83% des familles déclarent que c'est le numérique la première activité. Seulement, je crois qu'on a rencontré 2 parents nous disant qu'ils partageaient des activités numériques avec leurs enfants. C'est-à-dire que là, on a quand même une situation où parents et enfants sont plutôt côte à côte que face à face, ou du moins dans des logiques... voilà. Alors on n'a pas arrêté de nous poser la question vis-à-vis de... Enfin, l'éducation nationale n'a pas arrêté de nous poser la question de l'impact sur les notes, l'impact sur la réussite scolaire. Alors on s'est fâché et puis on a fait des stats là-dessus. Eh bien, ça donne ça. Faible équipement dans la chambre et pratiques numériques intensives sont liés à pratiques numériques peu intensives, c'est un truc assez classique, sont liés à des meilleures performances scolaires. En gros, ils ont des meilleures notes. À l'inverse, plusieurs équipements et pratiques intensives sont négativement liés, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la consommation intensive d'Internet, de consoles de jeux et de télévision si la consommation intensive donne des performances scolaires moindres, c'est également le cas pour ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que ceux qui déclarent ne pas avoir de pratique Internet du tout se retrouvent dans les mêmes catégories que ceux qui ont des pratiques excessives. Ce qui renvoie bien à cette question de normes, le pas et le trop nous mettant en difficulté. Et enfin, on a constaté quelque chose d'assez important, un effet très positif sur les usages récréatifs de l'Internet. Alors, là, j'arrive petit à petit à des recherches qui sont très contemporaines. C'est un programme IFRAN dont un volet travaille sur les tiers-lieux. Donc, je fais un clin d'œil à Pierre Léna. Toutes ces structures qui sont périphériques à l'école et qui permettent finalement de s'expérimenter, que ce soit les enseignants ou les élèves. Ça, c'est intéressant. Le deuxième volet travaille sur comment le travail coopératif des enseignants peut avoir une influence sur le travail coopératif des élèves. Et le troisième volet dont je vous parlerai aujourd'hui, comment les pratiques numériques individuelles dans les familles des jeunes influent les pratiques numériques scolaires. La première donnée, qui est quand même une donnée tout à fait contre-intuitive, avec tout ce qu'on entend et qu'on voit dans les journaux, quand on interroge sérieusement et scientifiquement les jeunes, ils vous répondent massivement que ce qu'il faut pour faire ses devoirs, c'est être concentré à 81,9%, loin devant avoir quelqu'un qui me surveille à 6,4%. Je reviendrai dessus, je pense qu'il faut que vous le gardiez en tête. Deuxième chose, très important aussi, vous voyez que nous avons des élèves classés par leur niveau scolaire fort, moyen et faible, et que finalement, on a des élèves forts qui ne cherchent rien sur Internet, quasiment à 50%, et des élèves faibles, quasiment à 30%, qui sont en train d'essayer de compenser leurs difficultés en cherchant sur Internet. Je trouve que ce sont des indicateurs qui peuvent être des indicateurs positifs vis-à-vis de ce qu'on pourrait proposer pour lutter contre l'envahissement des écrans. Donc je suis en train de conclure. Des constats alarmants, certes, mais aussi des pistes prometteuses. Les inégalités d'usage perdurent, vulnérabilité sociale, inégalité éducative et usage du numérique s'ancrent profondément dans les territoires et dans les familles. Je pense que cette idée d'étendre le travail aux familles doit aller encore plus loin. Les familles situées sur des territoires, tous les territoires ne sont pas des territoires capacitants, on va dire, ou qui présentent les mêmes caractéristiques pour aider des jeunes à avoir des pratiques responsables des écrans. Deuxième type de vulnérabilité, des vulnérabilités culturelles. C'est la tension en fait entre les différents types de normes, les normes sociales, les normes culturelles, les normes éducatives et scolaires, et des pratiques numériques qui finalement n'ont pas grand-chose à voir, sauf peut-être dans un seul domaine.
Vulnérabilité psychique, il me semble, je reprends des choses qui ont été dites préalablement, que ce qui a changé dans les 3 dernières années, c'est une communication agressive et des algorithmes que je mets entre guillemets, n'étant pas un spécialiste, d'addictifs, je pourrais dire agressifs aussi, issus d'un modèle économique qu'on connaît qui est l'économie de l'attention. Certes, quand les jeunes nous disent j'ai besoin d'être concentré et qu'en même temps, on a des réseaux sociaux numériques, des plateformes de vidéos à la demande, des jeux, plus les publicités et les spams qui n'arrêtent pas d'envahir leur environnement cognitif, il est évident qu'on a un problème de ce côté-là. Et la question dont je vous ai parlé tout de suite du dessaisissement parental, c'est-à-dire que globalement, il y a une discrimination sociale sur l'engagement des parents à travailler. Alors on a fait des travaux sur les contrôles parentaux, etc. Mais globalement, les classes populaires les plus fragiles sont aussi celles qui laissent les adolescents les plus autonomes avec les technologies. Et cette autonomie-là, elle est pathogène. Enfin, je pense qu'elle provoque des choses. Des compensations à l'œuvre. Nous avons constaté que finalement, la plupart du temps, la lutte contre les inégalités éducatives liées aux technologies numériques viennent des territoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des élus, des chefs d'établissement, des associations, etc., qui proposent des dispositifs et ces dispositifs, effectivement, font basculer des relatifs déserts numériques ou éducatifs. Et ça, c'est vraiment intéressant. Une prise de conscience, vu le nombre de conférences que je fais en ce moment sur le sujet, de l'éducation nationale, certes, de l'enseignement, certes, mais on voit aussi que le travail social et la santé mentale, c'est les semaines d'information sur la santé mentale en ce moment. J'en suis à ma 6e conf, donc peut-être qu'il y a un sujet, je n'étais jamais intervenu auprès d'eux. L'émergence d'un nouveau type d'élèves, des élèves qui n'aiment pas l'école, mais qui vont utiliser les technologies numériques, finalement, pour ludifier le travail scolaire, qui vont aller chercher, comme un certain nombre de parents, des tutoriels, etc. Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Je parle d'un nouveau type de braconnage. Peut-être que c'est une manière aussi de bousculer les normes scolaires que de les ouvrir avec des élèves qui finalement sont brillants et qui disent qu'ils n'aiment pas l'école. Donc ça, c'est intéressant. Et un renouvellement de la médiation numérique, c'est-à-dire de l'accompagnement au numérique vers les tiers-lieux. Et je finis sur la diapo suivante. Voilà, je vous invite à faire très attention à ce qui est en train de se produire sur ce jeu. J'ai mis un clou d'assemblage exceptionnel. Ce jeu assemble tous les succès numériques des 5 dernières années. Et en moins d'un an, 125 millions de joueurs dessus. Et on ne parle que de ça dans les cours de récréation et dans les premières années du collège. Donc c'est à regarder. Ma dernière diapo, elle est là. Le risque, à mon avis, c'est l'économie de l'attention qui vient du capitalisme informationnel et qui est soutenue par des algorithmes qui sont faits pour capter nos attentions, sont bien évidemment là en face des vulnérabilités sociales, culturelles et psychiques. Et il me semble qu'il faut quand même réfléchir à ce que font les GAFA, en particulier Google, Amazon et Facebook, parce que du côté d'Apple et de Microsoft, des décisions publiques et des politiques, c'est des industriels, ces gens-là. Quand la loi dit arrêter, ils arrêtent en général, que ce soit les Américains ou les Européens, on les a arrêtés. Google, Amazon et Facebook, c'est probablement plus compliqué que ça. Il me semble que si on parle de vulnérabilité sociale, il faut aussi parler de cet environnement-là. Et je finis là-dessus. Merci de votre attention.